Trois potes qui parlent de ciné sans se prendre la tête, bienvenue dans ce deuxième épisode du Tri-Podcast. Et on est aujourd'hui toujours avec Pierre, l'homme qui a vu ton film préféré plus de 100 fois. Ça va Pierre? Ça va Thibaut, très très bien. Victor, l'homme qui a détesté ton film préféré, sans aucun doute. Bonjour à tous. Ça va. Ça va. Et moi qui n'ai pas vu ton film préféré. Et Éléonore, notre invitée d'honneur, comment ça va? Bienvenue. Eh ben ça Déjà. va super bien. Tu passes de l'autre côté de la caméra. Ouais, c'est une première fois, mais en tout cas, je suis ravie d'être là. Parce qu'Éléonore a cadré les deux premiers épisodes et elle s'est dit en fait c'est mieux à la table, Je vais être derrière et devant la caméra. évidemment. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler d'un film qui a bien vieilli et d'un film qui pose problème et du film de l'invité. Les deux premiers seront liés sous le thème de la séquestration. Voilà, on vous met dans l'ambiance directement dès ce lundi. On parle séquestration. Et toi, tu vas nous parler de l'armée des 12 singes. Exactement, et en vrai de vrai, vous allez voir, il y a quand même de la séquestration aussi dans le film. Donc je trouve que j'ai bien choisi et je suis vraiment heureuse de parler de ce film ici, quoi, vraiment. Et quand je vous dis séquestration au ciné, à quoi on pense? On pense à Buried, à Prisoners, Barracuda. à Barracuda. Barracuda, film avec Guillaume Canet et Jean Rochefort. Un Guillaume Canet, ok. Guillaume Canet, un grand acteur, hein, notamment Bah, dans ce en film-là, tant ça va. qu'Astérix. Ouais, C'est banger. C'est un bon film. Ça. Moi, la dernière fois que j'ai vu un film parler de séquestration, c'était Barbie. Ouais, Et je me suis senti séquestré aussi, pareil. dans la salle de ciné. Ouais. J'ai vu ça avec Avatar 2, moi. 3 heures de séquestration, pas simple, avec des images dans mes yeux comme ça. C'est pas cool. Non, mais je vous propose de commencer tout de suite avec Misery. Et on lance un petit extrait. J'ai passé l'âge de ces conneries. You almost died. You have a compound fracture of the tibia in both legs, and the fibula in the right leg is fractured too. And as soon as the road's open, I'll take you to a hospital. In the meantime, you've got a lot of recovering to do. There is nothing to worry about. You're gonna be just fine. I'm your #1 fan. Misery, thriller sorti en 1990, réalisé par Rob Reiner, et adapté du roman du même nom de Stephen King. Alors Rob Reiner, j'ai regardé son Wikipédia, il a été réal, acteur, producteur, scénariste. Je sais pas s'il est boulanger le matin et DJ le soir. Mais du coup, j'ai pas tout suivi sa carrière, je sais pas ce qu'il a fait d'autre. il a été connu au tout début de sa carrière pour avoir fait un faux documentaire qui s'appelle Spinal Tap sur un faux groupe de rock. Ok. Ok. Et ensuite, ce groupe de rock par la suite a donné des concerts. Donc, toutes les chansons qu'on entend dans le documentaire, ils les ont reprises en vrai. Les vrais acteurs Ok, intéressant. ont donné des concerts. C'est marrant, moi je connais Rob Reiner, mais la première fois que je l'ai vu, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans un épisode de South Park, l'épisode de Stop Clop. Et il joue un personnage qui est horrible, qui est contre l'industrie du tabac et qui mange du hamburger tout l'épisode et qui est absolument dégueulasse. Du coup, moi je le connais que comme ça, Rob Reiner. Et moi, je ne le connais pas. on le connaît dans Misery, donc le pitch, rapide. Un romancier à succès vient enfin de faire mourir son héroïne, Misery, dans son dernier livre, et il quitte l'hôtel où il a l'habitude d'écrire et prend la route. Et il a un accident de la route. Une femme le récupère et le soigne, et en fait, c'est sa fan numéro 1, selon elle. Et quand elle découvre que dans son dernier livre, il fait mourir son héroïne préférée, elle le prend pas très bien. Ouais. C'est à peu près ça. C'est ça. C'est à partir de là que tout va s'enchaîner, séquestration, coup de massue. C'est même presque comme un huis clos en fait. Parce que, Ah, c'est un huis clos, c'est- Ouais. Et ça fait Et vraiment du mal. coup, on peut direct commencer. Pourquoi ça a bien vieilli? Pourquoi en 2023, ça se regarde? Après 33 ans. Moi je me souviens, ça fait 3 ans que j'ai vu le film. J'en garde un assez bon souvenir d'un film qui marche bien, Oui. d'un film qui... J'ai envie de dire, c'est un peu réducteur, mais je trouve que c'est un bon film de télé. C'est un film que j'aurais pu regarder avec toute ma famille à la télé et dire ah, j'ai adoré ce film. Ouais. C'est Et un on peu parlait- réducteur, en effet. C'est un peu réducteur, mais moi j'aime bien regarder des films à la télé avec ma famille, du coup, j'aimais bien. Et non, je trouve que c'est un film, si je me souviens bien, le suspense est assez soutenu. Ouais. On est assez sous tension dans le film et tout, et ça. C'est ça. En fait, pendant une bonne partie du film, c'est filmé du point de vue donc de l'acteur principal, James Caan. Et en fait, on va découvrir avec lui les différentes pièces de la maison. C'est-à-dire que pendant une bonne demi-heure, on est juste dans la chambre, en fait. Et à un moment donné, il va avoir l'idée, enfin, c'est pas qu'il va avoir l'idée, mais il va trouver un moyen de sortir grâce à un petit objet. Et de là, nous, comme lui, on découvre un petit peu plus ce qui se passe dans cette maison, et ça nous donne une topographie des lieux. Enfin, et on arrive à se repérer très facilement. Ce qui va servir pour la suite, notamment une séquence
dantesque. Enfin, j'en reparlerai un petit peu après. Ce qui traverse le temps, c'est la mise en scène, du coup. La mise en scène, ouais. Ouais. Fait qu'on est avec le personnage dans la maison, C'est ça marche bien. Ouais. Et En encore fait, maintenant. Il y a un nom à retenir en fait, enfin, c'est Barry Sonnenfeld, donc c'est son dernier film en tant que directeur de la photographie. Et ce gars-là, juste après, il va enchaîner avec son premier film qui est La Famille Adams, Ok. La Famille Adams 2 et Les Men in Black. Et normalement, si je vous dis ça, il y a des idées de cadrage et de visuel qu'il y a déjà dans Misery, que vous retrouvez ensuite et qui va vraiment appuyer. Enfin, il crée déjà son style en tant que directeur photo. Et on sent que dans Misery, tout est déjà là. Et il n'a plus qu'à passer à la réal juste après, quoi. Ah, c'est trop bien, j'arrive à voir presque ce que tu es en train de me dire. Je fais attention maintenant quand je regarde le film. Ouais, mais il y a vraiment des idées de cadre sympathiques. Bah, il y a le cadre qui est Énorme. vraiment cool, il y a aussi l'acting qui est L'acting, vraiment incroyable. bien. Kathy Bates, pardon. Magistrale. Elle joue vraiment très bien ce personnage de femme complètement folle, mais qui garde un bon sourire et qui fait vraiment... c'est vrai, ça fait vraiment peur et ça marche encore aujourd'hui. En vrai, ce talent d'acting et ces plans... C'est vrai que moi, à un moment donné, c'est un endroit, il fait froid, il y a de la neige, l'écrivain maudit, bon... Stephen King, pour moi, voilà, c'est du Stephen King, ça peut devenir un peu redondant, je trouve, quand même. Mais on arrive quand même à être pris dans le suspense, je dois l'admettre. Il y a un suspense qui est bien tenu dans ce film, qui est très cool, quoi. Kathy Bates, je peux revenir dessus, elle avait un Golden et un Oscar pour sa performance dans ce film-là. Oui. Ça veut dire que d'accord. c'est assez unanime que ça joue bien, a En fait, priori. c'est la seule adaptation de King où quelqu'un a reçu un Oscar. Ok. Alors peut-être au moment où c'est sorti, j'ai pas regardé si après, mais il me semble pas en fait. Ok. Mais ouais, enfin Oscar, et avant ça il y en avait pas. Pour des adaptations de Stephen King. Mais, et Shining, il n'y a eu aucun Oscar Shining, non, ça n'a pas eu d'Oscar. Ok. Ok. Mais Kubrick, en fait, il a jamais eu la reconnaissance qu'il Oui, devait avoir. c'est vrai, Bon, en après, fait. ça, c'est un autre sujet. mais- Ouais. Ok, je savais pas, tiens d'ailleurs qu'il n'y avait pas eu d'Oscar pour Ouais. des films de Stephen King, ça m'étonne. Bah, c'est Non. cool, si ce film il a pu l'avoir. Et pourtant, Ouais. j'ai l'impression quand même que c'est pas le plus connu des films d'une adaptation de Stephen De King. King, quoi. bah il y a qu'est-ce qui vient en numéro 1 enfin en tout cas dans les premiers, il y a Christine qui est souvent Quand même, citée. ouais. Après il y a Peur bleue, mais alors je sais, alors pas celui pas de Rainy Harlin avec les requins. c'est un, alors je crois qu'il date c'est 80, c'est sur un loup-garou. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, Pas pas du du tout, tout, personne. vraiment. Ok, mais le bouquin est vraiment bien, je vous le conseille si vous l'avez jamais lu, c'est très très bien. Il y a Running Man aussi. Running Man avec Schwarzenegger. Réalisé par alors c'est Paul Michael Glaser, c'est le fils de l'acteur qui joue Hutch dans Starsky et Hutch. Voilà, pour la petite histoire. Il vient de name drop pendant 5 minutes, moi j'ai... On est un peu dépassé aussi là. Du coup, Misery, Je peux pas faire C'est ça. l'adaptation de King en général, quoi. est-ce qu'il y a une scène qui ressort pour vous, un truc, un moment du film, on va peut-être spoiler, allez-vous-en, J'en ai ou plein. restez. J'en ai plein. Enfin, il y a énormément de plans, des gros plans sur des objets que je vais retenir. Enfin, il y a forcément la scène de. Alors, je sais pas si je peux spoiler, mais il y a une scène marquante en plein milieu du film où là, tu te dis ah ouais, en fait, il va pas pouvoir bouger du lit, quoi. C'est la scène où lui casse les pattes, là. Ouais. Ouais. Et donc en fait, il faut savoir que C'est cette horrible. scène, dans le bouquin, à la base, il me semble que c'est avec un marteau. Ah non, marteau. Dans le film, c'est avec une sorte de marteau, c'est une masse, c'est une ouais, masse, ouais. Mais je crois que c'était une scie ou un truc comme ça Ah. dans le livre. Et du coup, c'est pour Rob Reiner, il était réticent à l'idée de réaliser le film juste pour cette scène. Et donc en fait, il l'a modifié à un moment donné. Ok. Sachant que c'était pas lui non Parce que plus ça qui allait être devait, dégueu. Ouais. À la base, il n'est pas du tout dans ce registre-là, Rob Reiner. Il fait plutôt des comédies. Et en fait, c'est la première fois qu'il s'essayait au genre horrifique, entre guillemets, thriller. Et il faut savoir également que c'est sa deuxième adaptation de Stephen King, la première qui s'appelle Stand By Me, que je vous conseille, si vous l'avez jamais vu. C'est sorti, il me semble, 5 ans avant. Donc il y a Kiefer Sutherland dans un de ses premiers rôles. C'est une bande de jeunes, donc King, hein, une bande de gamins qui entendent parler qu'un cadavre est pas très loin de chez eux et ils décident de s'y rendre à pied. Donc en fait c'est un road movie et pendant tout le film tu te demandes
si une fois arrivé au bout, il y a vraiment ce cadavre qui est là, quoi. Ok. Voilà. Je vous recommande, c'est très bien. Bah, c'est un film qui est beaucoup film cité où- quand même. Hein. Ouais. Mm. On a quatre ados qui sont extrêmement bien dirigés, quoi. Ils jouent trop bien la comédie. C'est vraiment bluffant. C'est un... Moi, je sais que j'ai des bribes de ce film. Je l'ai vu étant petit. Je me suis dit, putain, je sais que c'est un chef-d'œuvre et tout. Il y a une séquence avec un train, il me semble. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. Et du coup, non, c'est un film qui va vous faire des flashs toute votre vie. Parce que je crois que c'est le passage à l'adolescence. C'est des gamins qui s'apprêtent C'est ça. ils veulent aller voir un cadavre quand même. Je trouve Ok, que le ouais. message est assez fort quand même. Ouais, c'est vrai que c'est déjà énorme. Et ça suffit. Après, c'est vrai, Misery, c'est vraiment adaptation Stephen King, et ça, c'est quand même écrit en gros, je trouve, du début jusqu'à la fin. Cette histoire du romancier, un peu maudit, quoi. Bon, oui, en effet, bon, c'est vrai que c'est Shining qui est le plus connu, mais il y a toujours cette chose-là du personnage principal maudit qui se fait attaquer. Mais il s'en sort, les plus gentils s'en sortent à la fin, quoi. Donc, je trouvais que ça, c'était un peu redondant quand même. Mais bon. Moi, c'est marrant parce que ça me fait évoquer que je suis quasiment devenu fan, en fait, finalement, des adaptations de Stephen King, parce que j'ai jamais lu de livres de Stephen C'est King. vrai. Et combien j'ai vu d'adaptations de ses livres, j'en ai vu plein, en fait. Et je suis en train de me dire, en fait... bah ouais, non, c'est plutôt pas mal. Tous les films qui sont adaptés de Stephen King, finalement, je me dis, j'ai plutôt bien aimé à chaque fois. Et maintenant que tu le dis, je trouve qu'il met vraiment de sa personne. Tu parles d'un romancier qui a un peu des problèmes et tout ça. Shining, c'est un peu ça. Là, on reste aussi dans cette idée de romancier qui doit écrire un livre. Et quand t'écris une histoire, t'es obligé de mettre un peu de la tienne dedans. Tu vois. Ouais. Et, Totalement. C'est ça, mais là pour le coup, en plus, c'est un livre qu'il a hésité à vendre les droits en fait. King ne voulait pas, parce que pour lui, à l'époque, c'était considéré comme son bébé, son roman préféré en fait. Ok. Et donc il a fallu le convaincre et il a fini par accepter. Mais tu comprends pourquoi en fait, parce qu'en fait il y a tout King là-dedans. Il y a vraiment, c'est une réponse aux fans. Et tu n'avais pas ça avant, même dans Shining, il n'y a pas question de ça, il y a question d'un romancier effectivement, mais ça part carrément sur autre chose dans Shining. Et même dans ces autres romans, on n'a pas encore de réponse, la réponse aux fans. Donc j'imagine que c'est à cause de... Par rapport au contenu du livre, il ne voulait pas l'adapter tout de suite. Enfin, je spécule un petit peu, mais... Ce qui a traversé le temps, je trouve, encore plus, qui marque encore plus maintenant, c'est que ça parle aussi de la relation des fans par rapport aux artistes. Oui, voilà, de possession. Exactement. C'est ça qui En fait, vu que tu passes beaucoup de temps avec l'artiste que tu écoutes ou que tu regardes, en fait, tu crois le connaître et tu crois pouvoir avoir ton mot à dire sur ce qu'il fait, alors que si on, en fait, non, en soi, tu vois. Et là, c'est ce truc de pousser la chose à tu vas écrire ce que je veux, sinon je te tue, en fait. Et je trouve que maintenant, c'est encore, vu que les artistes sont peut-être encore plus exposés qu'avant, ou pas, je sais pas, mais du coup, je pense que ça résonne encore plus aujourd'hui, ce genre de parallèle. Oui, très intéressant. avec l'ère Internet, Exactement. évidemment. Oui, C'est ça, exactement. ouais. Les créateurs, que ce soit de contenu aujourd'hui sur YouTube ou n'importe quoi, finalement, ils sont confrontés à leurs fans. C'est devenu une réalité plus qu'avant. Avant, c'était peut-être... il fallait pas aller chez les fans. Maintenant, les fans viennent chez toi, tu vois. Donc c'est vrai qu'il a un peu... C'est vrai qu'il a bien vieilli ce film. Bah oui, au C'est bien final. qu'on en parle de cette histoire. Plus on en parle, plus Il est il dans a... la séquence du film qui a bien vieilli, ça serait donc calculé. C'est incroyable. Tout est lié, en fait. C'est quoi cette émission Tripodcast Mais, c'est incroyable. C'est le deuxième épisode et c'est Putain, déjà... Et nous, on va enchaîner, sans mauvais jeu de mots, par rapport à la séquestration, en fait. Enchaîner, Punaise, je l'avais pas non qu'il fallait que je la dise. Sur Tusk, alors accrochez vos ceintures, et c'est l'extrait. Houston, on a un problème. Bonsoir. Enchanté. Désireriez-vous un peu de thé? Qu'est-ce qui s'est passé après que le navire ait coulé? J'étais seul, jusqu'à ce qu'une chose rapide et effrayante bouge à côté de moi. Un morse vous a sauvé la vie? Le morse est probablement la créature la plus noble que Dieu ait créée. Donc Tusk, une comédie horrifique réalisée par Kevin Smith en 2014. Est-ce qu'on plante direct le contexte qui est particulier? Je te laisse... Du coup, pour la petite histoire, Tusk, en fait, ça part d'un podcast de Kevin Smith où ils ont complètement déliré, ils se sont imaginés cette histoire
capillotracté, si je puis dire. Et en fait, il y a des prods qui ont dit, bah tiens, un gros billet et tu fais ton film. Et Kevin Smith, il a dit, ok, bah ça va être marrant, on fait mon film. Sauf que si on le regarde sans ce contexte-là, de savoir que c'est une grosse vanne, c'est très perturbant, c'est très bizarre. Ouais. C'est très body horror, c'est très... Les personnages sont tous angoissants, surtout Howard O. Le pitch, du coup, donc c'est un podcasteur américain aussi dans le film qui s'en va au Canada pour interviewer un ado, mais il y a un contretemps qui le force à aller rencontrer Howard O, un tétraplégique qui a pour rêve de trouver le morse qui réside en chaque être humain. On ne vous dit pas comment il trouve le morse qui réside dans chaque être humain, mais il le trouve. Moi j'ai regardé ça, heureusement pas tout seul chez moi dans le noir, j'ai regardé ça un matin ici, et ça m'a déjà mis dans une ambiance bizarre. Toi tu l'as vu je crois seul dans le noir. Seul dans le noir avec zéro contexte. C'est-à-dire, moi, on me dit film problématique, Tusk, et je fais d'accord. Donc au téléphone, on me dit, bon, il a vraiment... On va comprendre très vite pourquoi c'est problématique. Moi, je suis en mode, mais pas de souci. J'ai regardé tellement de choses problématiques. J'ai la peau dure. J'ai la peau dure. Et je suis tombée sur Tusk, quoi, du coup. Excellent. Je saurais pas vous expliquer. Pierre, t'as envie de parler de Tusk. Ouais, t'as envie de parler. Déjà, alors, je tiens à dire que on s'est dit avec Eleonore hier, si Pierre a le DVD de Tusk, on le voit bizarrement. Et Pierre a ramené le DVD, Il a le DVD de Tusk, donc Pierre... on va te retirer du podcast. On a changé. J'ai pas vu le film, mais j'aimerais juste savoir une chose. Est-ce qu'il y a une amorce de morse? Il y a plus qu'une amorce. C'est tout pour moi. Et il y a le sous-titrage en morse, avec des petits points tout le long. Tout ce qui tourne autour de ce film m'angoisse. en regardant le film. C'est un sacré morceau de cinéma. Exactement. On les fait tous ou on enchaîne sur les films? Non, ça va. Tu peux y aller. Hein. Alors ouais, du coup, Kevin Smith, pour ceux qui ne savent pas, Kevin Smith, c'est un énorme geek. Hein. Alors et quand je dis énorme, plus maintenant. Donc, qui a une carrière en tant que... Alors, il a fait de la BD, à côté. Et alors, au tout début, avant même d'être réalisateur, il travaillait dans une supérette. Et de là est venue l'idée d'écrire un film sur deux mecs qui bossent dans une supérette, et qui est devenu Clerks. Et Clerks, ce petit film indépendant produit par la Miramax, a eu un énorme succès dans le cinéma. Enfin, c'était l'un des plus gros cartons du film indépendant au début des années 90. Et à partir de là, il a eu des fans qui ont commencé à le suivre, et tout au long de sa carrière, il aura développé des projets en fonction de son public en fait. Donc il est taxé de cinéaste geek pour des geeks. Voilà. Donc je trouve ça un peu réducteur parce que au-delà de ça, c'est quand même un très très bon dialoguiste. Je trouve que dans la plupart de ses films, les dialogues sont toujours excellemment bien écrit. Enfin, Clerks, à chaque fois, je trouve ça incroyable. Le 2 également. Le dialogue avec qui dure plus de 10 minutes, je crois, dans la maison, du coup, quand il arrive avec le vieux chez lui, dans Tusk. Oui, dans Tusk, ouais. Je sais pas s'il est bien écrit, mais il est long, ce dialogue. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils disent, en fait rien et tout. Enfin, ça met direct dans l'ambiance de, ok, je sais pas ce que je regarde, mais je le regarde. Tu vois. Ouais. Ah, mais totalement. Je suppose que c'est bien écrit, parce que ça fonctionne, du coup. Ouais. Mais ouais, dialogue bizarre. Un dialogue long. Dialogue où en fait on perd le fil rouge, et à un moment donné il reprend en fait le début de sa phrase en disant oui bon du coup on perd mais on se retrouve quand même, et en fait c'est même dans le film en général on se perd mais à la fin on se retrouve. Est-ce que tu as trouvé le morse qui dort en toi? C'est important. Je me suis mise à crier là, au milieu de mon appartement, je me suis levée sur mon lit et j'ai sorti mon morse évidemment, comme toute personne qui a fini Tusk. Enfin, vous n'avez pas fait ça vous? Non, pas du tout. Non, je crois que j'ai fait autre chose. Du coup, Tusk, budget de 3 millions de dollars pour finalement au box-office, il a rapporté 1,9 million. Donc, étonnant. Tourné en 21 jours. Ceci explique peut-être cela, sur ça, parce que tu sens que, le fait que c'est un huis clos, il y a beaucoup de plans, tu te dis le plan qu'on va voir 5 minutes après, tu te dis oui, en fait c'est la continuité de ce qu'on a vu, donc 21 jours, dont 2 avec le guest du film,
Alors, est-ce qu'on spoil? On spoil pas. Bon, allez-y, allez-y. Spoil. Bon. Bah, allez. Et c'est pas grave, je me promets de le regarder Du quand coup, même. Ouais, alors, on du spoil. coup, c'est le personnage de Guy Lapointe, alors qui d'abord, avant que je Un dise qui Québécois. a été vraiment prévu pour le rôle, enfin qui a eu le rôle, Tarantino a été approché pour jouer le rôle de Guy Lapointe, en fait, au tout début. Ok. Et en lisant le scénario, bon, il a refusé pour X raisons, on ne sait pas. Mais à la base, ça devait être Tarantino. Ouais. Bah, il a vu le scénario, Il y a des c'est indices, ça hein. la raison, hein. Il a juste vu le Il y a scénario. des indices, franchement. Je vous Est-ce assure. que Guy Lapointe, c'est son Ouais. nom dans la version originale? Oui. Parce qu'il me semble que ça se passe au Canada, c'est ça? Ouais. C'est C'est ça. un Québécois, ouais. Ouais, c'est Dans lui, le, ouais. dans le, dans le- Guy La Lapointe. pointe. D'ailleurs, il est, C'est Guy Lapointe. bon, alors je vais vendre la Allez, mèche, quoi. vas-y. C'est Johnny Depp donc qui incarne Guy Lapointe. Mais oui. Et D'accord. dans le générique de fin, Johnny Depp n'est pas crédité. Il y a marqué Guy Lapointe. Enfin, ça me fait trop En rire. plus, il est quand même fort Il pousse le maquillé, concept etc. jusqu'au bout. On Ouais. le reconnaît, mais c'est pas C'est ça. Johnny Depp, quoi. Ouais. C'est Guy Lapointe. Ah ouais, C'est Guy Lapointe. Ouais, incroyable. Enfin, moi je trouve que dès qu'il apparaît, alors tu te poses la question, tu dis mais je le connais lui. Ouais, je pareil. Et à un moment donné, tu fais ah oui d'accord, c'est Jack Sparrow avec avec une moustache quoi. D'accord. Qui mange des burgers. En gros. C'est Ouais, il prend bien le temps de les Oui, de les écraser. écraser. Incroyable. C'est lunaire ce moment, mais ça m'a vraiment fait rire, ça, par contre. Donc il a tourné juste 2 jours pour le film. Voilà, donc interprète principal, donc Justin Long, qu'on a notamment vu dans Die Hard 4. Qui est le non je déconne, c'est vraiment horrible. Enfin ouais, Die Hard 4 c'est non, je peux pas, perso je peux pas. Jeepers Creepers par contre, qui faudra peut-être qu'on en parle un jour parce que c'est peut-être à classer dans les films problématiques parce que ça a été réalisé par un mec qui s'est découvert pédophile en fait, qui s'appelle Victor Salva. Mais Jeepers Creepers reste quand même, pour moi, un hommage à Duel de Spielberg. Ok. Et ensuite, on part dans le Boogeyman, un film de Boogeyman. Voilà. Enfin, dans les rôles les plus marquants, toujours de Kevin Smith, donc avec Justin Long, Zack et Miri font un porno. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. J'en ai entendu parler, mais j'ai jamais vu. Et je ne le verrai pas. C'est pas le meilleur, mais c'est rigolo. Le rôle donc de Le personnage principal. Je sais pas alors son le prénom. deuxième, donc c'est Michael Parks. Et Michael Parks, en fait, c'est un acteur qui avait été donc qui a eu une bonne carrière et ensuite un peu oublié et revenu sur le devant de la scène avec alors d'abord Une nuit en enfer. Donc dans l'intro, en fait, c'est le shérif qui va directement se prendre une balle dans la tête Ouais. par Tarantino, qui va également jouer dans Kill Bill 1 et 2. Il va avoir 2 rôles bien distincts. Ok. Et dans le premier film de Kevin Smith, alors quand je dis premier, attention, on va dire que toute la carrière de Kevin Smith, il y a une dizaine de films, ça va s'attarder sur la comédie, le drame, comédie dramatique. Et ensuite, il va s'essayer au thriller avec un film qui s'appelle Red State. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Et dedans, on découvre pour la première fois Michael Parks dirigé par Kevin Smith. Et je le trouve incroyable. Il a vraiment que des bonnes répliques, il est très malaisant. Et donc Kevin Smith le voulait pour le rôle du séquestrateur. Quoi. Voilà. Ok. Et Tusk, du coup, il pose problème déjà visuellement à partir du moment où spoil, il se transforme en morse Ouais. suite à une opération. Oui. C'est vrai qu'à partir de là, ça devient malaisant. Mais Oui. la première Le- demi-heure, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette première demi-heure. Moi, perso, j'étais vraiment dedans. Je la trouve maîtrisée. J'ai bien aimé, c'est vrai. Le début, en fait, ça montre bien jusqu'où on peut aller pour faire le buzz, et ça, c'est quand même très bien. Ça a été très bien fait, je trouve. Voilà, quoi. Je suis un peu deg qu'on voit pas le Kill Bill Kid. Ah ouais, le fameux Kill Bill Kid, parce que c'est le personnage qui va voir, en Emblématique, fait. quand même. Ouais, c'est ça. Mais non, ouais, du coup, si on peut revenir à la scène de Oui. transformation de morse, c'est vrai qu'en plus, c'est un reveal hyper lent avec plein de gros plans sur sa peau, et on sait pas à quoi il ressemble. Et vraiment, quand il y a je sais plus si c'est un dézoom ou si c'est un cut, mais sur du coup la chose,
C'est dégueulasse. Ouais, moi, je trouve ça extrêmement bien fait, en fait. Déjà, pour 21 jours, c'est bien fait. Ouais, c'est bien fait. Je sais pas qui a fait ça. Alors, en mais, fait, le mec, il s'appelle Robert Kurtzman. Et ce gars-là, en fait, c'est. Si vous connaissez un peu en effets spéciaux, il y a deux noms à retenir dans les effets spéciaux, dans les costumes, maquillage. Il y a Tom Savini et Robert Kurtzman. Et ces deux mecs-là, tu les vois dans Nuit en Enfer. Notamment la scène, il y a une scène où ils sont l'un en face de l'autre. T'as Tom Savini qui prend avec un lasso la bière de Kurtzman. Kurtzman sort un couteau, et là, t'as Tom Savini qui sort. Qui sort son gun, flingue avec. voilà. Et puis du coup, le mec range son couteau, donc ils se font un clin d'œil tous les je deux. savais pas, putain, c'est cool. Regardez. Et Kurtzman, ensuite, il a été responsable des maquillages effets spéciaux pour la série Walking Dead. Voilà, c'est lui qui fait. D'accord. Donc un grand nom dans les effets spéciaux. C'est pour ça que le costume, je trouve particulièrement bien fait. bien réussi. Il en est malaisant, quoi. C'est Oui, vraiment. c'est vraiment malaisant, En plus, exactement. c'est pas une créature dégueulasse comme je sais pas, un truc avec plein de sang, ou tu vois des orques dans Seigneur des Anneaux qui sont vraiment dégueulasses. Là, c'est gênant. Tu sais, c'est bizarre, quoi. Le sujet est gênant. On s'attend pas à ce que ce soit aussi bien fait. Tu ne t'y attends pas. Très malsain. On va te l'amener petit à petit, et peut-être qu'en tant que spectateur, tu vas refuser de croire. Tu dis non, c'est pas possible, ça va pas arriver, et ça finit petit à petit par arriver. T'imagines à ce qu'il lui coud les deux jambes et qu'il mette des palmes, tu vois, mais t'imagines pas qu'il fasse un putain de mort. Il y a une scène dans le film que j'adore, je crois que c'est sans doute ma préférée, c'est quand ils sont tous les deux en fauteuil roulant dans une énorme pièce, et puis il s'aperçoit pour la première fois qu'il a la jambe coupée. Mais je me marre à chaque fois. Je trouve que Justin Long joue très très bien Lahiri. Mais il y a un côté comique aussi dans cette scène. Après, il faut connaître Kevin Smith. Je sais que le mec s'est marré en écrivant ça, quoi. C'est le délire un peu. Je voudrais juste savoir, est-ce qu'il y a un combat à mort, c'est un moment? Oui. Et en plus, trop bien. Et c'est incroyable, ça arrive à la fin du film. C'est le climax, on peut le dire. Ouais, c'est un peu le climax. Mais moi, ce qui me fait marrer dans cette séquence de combat, c'est à un moment donné, mais il arrive à planter ses défenses, et puis ça ressort et c'est rouge, tu sais. Rien que ça m'a fait rire. Je sais pas pourquoi, je me marre à chaque fois que je vois ça. Ça part j'ai trouvé un extrait d'un podcast de Kevin Smith où il dit que Tusk 2, ça pourrait exister. En fait, ce serait juste le personnage qui est devenu Morse. Il s'en sort pour X ou Y raison, c'est bon, il est humain. Et il recommence à capturer un mec et le transformer en Morse. Donc, vraiment aucune recherche. Sauf que le problème, c'est que vu que c'est une vanne, ça pourrait. Oui. Ça pourrait, en fait. Si tu devais développer des films à partir de toutes les vannes que tu fais dans des podcasts. C'est ce qu'il a fait dans le premier et ça a fait un film. Ouais, mais uniquement pour celui-là. Tu vois, donc, Et il se retrouve là. Attention. Mais d'ailleurs, ce film, tu ne crois pas si bien dire parce qu'il fait vraiment partie d'une trilogie. Dont le deuxième est sorti, qui s'appelle Yoga Others. Et en fait, c'est avec les deux personnages qu'on voit du coup dans Tusk. Les deux filles qui sont derrière le comptoir. Oui. Avec la fille de Johnny Depp. Voilà, il y a la fille de Johnny Depp, Lily Rose Depp et Harley Quinn Smith, du coup, la fille de Kevin Smith. Ok. Et donc, en fait, ces deux filles, ces deux personnages, on les retrouve dans Yoga Others. Ce que j'ai vu, que j'ai trouvé vraiment en dessous. J'ai pas compris les intentions de ce projet. Et il faut savoir qu'il y en aura un troisième qui s'appelle Moose Jaws. Donc ce sera un film à la dent de la mer. Mouse Jaws. Non, Moose Jaws. Un mousse comme un élan. Comme un élan, c'est ça. un Donc ce sera les dents de la mer avec un élan. Et c'est prévu Les pour... bois de la forêt, peut-être. prévu pour cette année. Pour cette année-là. Cette année ou l'année prochaine, ça dépendra des Il faut qu'on aille le voir ensemble. spéciale hein. Moose Ah oui, Jaws. on va tous le voir ensemble. On va tous le voir ensemble. Avec plaisir. Je pense que ça va calmer Spielberg. Franchement, je me le note tout de Ah suite. là là, ouais. Oh non, Jaws. parfait, Ok, parfait. Mais limite, en fait, ça a juste éveillé ma curiosité et j'ai envie de voir, quoi. Ok. Mais J'ai presque envie de voir ce que fait Kevin Smith. Mais il faut voir aussi ces autres Dogma, si vous l'avez pas vu, à voir de toute urgence, quoi. Ok. Vous aurez saisi un peu vraiment l'univers, l'humour du bonhomme, quoi. ouais, mais il faut vraiment avoir saisi l'univers avant de le voir, quoi. Faut pas faire la Ouais. même erreur que moi. Commencez directement par... Commencer directement par Tusk, ambiance parfaite, quoi. Vraiment ambiance cinéma, vidéoprojecteur, enceinte, tout est bon, mais... Non, il faut se renseigner avant de voir un film, et maintenant j'en récupère les pots cassés et j'ai retenu ma leçon. S'il y a des curieux pour voir Tusk, je crois que la bande-annonce, elle spoil visuellement le morse, donc la regardez peut-être pas. C'est marrant d'avoir le reveal dans le film. Ah ouais, c'est vrai. Marrant, tout est relatif. Mais voilà, Tusk, t'as un truc à dire à... Bah ouais, j'espère qu'on a amorcé votre intérêt pour le film. Ah oui, je commence à aller. Si on peut juste couper le micro, Victor, c'est le micro combien On coupe, Le 18. On coupe le 18. Et on va passer au troisième film que tu vas venir défendre. Ouais.
Attention, Ouais, attention. Attention. L'armée des 12 singes, juste ici. Oh. Et on lance un petit extrait. You're a very good observer, Cole. We have a very advanced program, something very different. An opportunity to reduce your sentence considerably. And possibly play an important role in returning the human race to the surface of the Earth. No license, no prints, no warrants. Well, he took on 5 cops like he was dusted to the eyeballs. What year is this? What year do you think it is? L'armée des 12 singes, je te passe tout de suite le témoin pour en parler. Eh ben Je suis parfait. venu pour ça. L'armée des Dis-nous tout, 12 fais-nous singes, film réalisé par notre cher Terry Gilliam, mais vraiment inspiré par La Jetée de Chris Marker, qui est un photofilm, un court-métrage en photo. Qui dure 30 minutes, qui se trouve aussi sur YouTube, que je conseille fortement de voir avant de voir l'Armée des 12 singes. Magnifique, vraiment magnifique. Du coup, je ne pouvais que aimer l'Armée des 12 singes, où on a quand même Bruce Willis qui joue extrêmement bien à l'intérieur, et nous avons aussi notre cher Brad Pitt. Le bras doux. Voilà, l'Armée des 12 singes, ça se passe en 2035. Virus, ambiance post-apocalyptique, un virus a détruit presque plus de 99% de la population mondiale, et ceux qui réussissent à survivre de ce virus vivent sous terre, et il y a des cobayes qui sont lancés vers le passé afin de trouver la raison de pourquoi ce virus, comment ce virus est arrivé surtout, et comment faire en sorte qu'il n'apparaisse jamais. Donc voyage entre 2035, 1990, ensuite 1996, un petit moment pendant la Première Guerre mondiale aussi, je crois, première. Il me semble, ouais. Ouais, il me semble aussi, et c'est interprété par Bruce Willis, et c'est magnifique. Ok, et tu le mettrais dans la catégorie des films qui ont bien vieilli, si tu devais le placer. Mais totalement, et en plus, je trouve que ça suit un peu le thème général qui est la séquestration aujourd'hui, parce que nous avons quelqu'un qui est coincé dans son présent, en fait. Il vit totalement comme un animal dans une cage au fin fond de la Terre, où il est victime, en fait, d'expériences scientifiques. Clairement, vu que c'est désigné comme étant un cobaye, voilà, pour faire des voyages... Des voyages dans le temps. Des voyages dans le temps, et c'est génial. Ok. Qu'avez-vous, Pierre, tu l'as vu 12 fois Oui, peut-être 12 fois. Ouais. Enfin, depuis le temps où il est sorti, je rappelle aux auditeurs que j'ai bientôt 40 ans. Donc, ouais, je sais, ça se voit pas. C'est vrai. Donc oui, j'ai dû le voir à peu près une dizaine de fois, ouais, celui-ci. Ok. Alors, il va pas faire partie... Enfin, Terry Gilliam, je vais souvent regarder, mais je le considère pas... Enfin, je le considère pas. Enfin, ça reste quand même Terry Gilliam, les Monty Python, etc. Mais c'est un cinéaste vraiment avec une identité qui lui est propre, un style visuel également qui lui est très propre. Hein. Vous voyez Brésil, vous voyez le Baron de Munchausen, et donc celui-ci, l'Armée des 12 singes. Il y a vraiment des cadrages qui vont servir le propos, hein, notamment ces cadrages en fisheye, etc. On a une caméra qui est suspendue, avec une caméra débulée aussi dans certains plans, donc très psyché dans la réal. Et j'avoue que ça, moi, des fois, ça va finir par me déranger un petit peu. Au-delà de ça, je trouve que il arrive à s'imposer à Hollywood. Ce qui n'est pas facile pour un réalisateur anglais, quoi. Anglais, c'est fou, ouais, tu vois, enfin, avec une patte européenne, quoi, ouais. dans la réal, et imposer ça à Hollywood. Alors, dans le making-of, ça le dit, tu le vois, enfin, il a dû batailler vraiment pour s'imposer dans ce système, quoi. Ouais, et je lui tire mon chapeau parce que le film est quand même très bien. Enfin, les Américains qui ont vu ça, forcément, la plupart n'ont pas compris à l'époque ce qu'on leur envoyait dans la gueule. Tu dis, ils disent il y a des trous dans le scénario, c'est incomplet, je ne comprends pas. Enfin, pendant les projections test, t'as des gens, ils disaient mais c'est quoi cette fin Ouais. Enfin, ils étaient dans une incertitude complète. Bon, je pense qu'on l'a été aussi. Enfin, en tout cas, moi, je l'étais à mon premier visionnage. J'ai vraiment pas compris le film. J'étais très jeune, tu vois. Il m'a fallu 10 ans pour que je me dise ah oui, d'accord, ok. Mais je vais rebondir sur ce que tu dis parce que moi, le premier visionnage, c'est exactement ça que
j'ai vécu le film. Enfin, c'est comme ça que j'ai vécu le film totalement. J'ai pas tout compris. J'ai vu que c'était quelque chose. J'ai vu que c'était un film qui était différent de ce que j'avais l'habitude de voir dans la SF, dans les films fantastiques, tout ça, dans les voyages temporels, parce qu'il est totalement différent en fait des autres films. Et du coup, moi, ça m'a vraiment dérangé quand je l'avais vu pour la première fois. J'ai pas tout saisi. J'ai l'impression d'avoir été trop jeune quand je l'ai regardé le film pour la première fois et c'est marrant parce que du coup tu te dis que tu l'as revu et après tu l'as compris et du coup c'est ça. De le revoir. Peut-être après avoir vu beaucoup de films qui parlaient du voyage dans le temps parce qu'ils n'ont jamais la même théorie. Donc quand tu t'es envoyé un Retour à le futur, après tu t'envoies, je sais plus, le film avec Jack Gyllenhaal là, qui se passe dans un train où il revit tout le temps. C'est pas cette même scène. Code Source, merci. Code Source. Il y a aussi Déjà Vu de Tony Scott avec Denzel Washington. Non. Enfin voilà. Mais celui-ci, par contre, L'Armée des Douze Singes, j'ai toujours du mal à comprendre où je me situe à chaque fois. Et je pense que c'est ça le tour de force de ce film. C'est qu'à un moment donné, tu arrives à te perdre. Tu crois pendant, il me semble, une bonne partie, enfin la première demi-heure en tout cas, j'arrive à vraiment, enfin à l'époque j'arrivais à la comprendre. Et à partir d'un point, j'étais complètement largué jusqu'à la fin. Donc je saisissais à la toute fin cette boucle qui se revoit, enfin le personnage de l'enfant qui se voit mourir plus tard, enfin sans savoir que ça veut dire évidemment. Est-ce que c'est dans les conséquences en fait, c'est rigolo parce que pardon, désolé, je te non en fait c'est juste ce qu'un personnage va faire à une certaine époque va avoir une incidence plus tard dans une autre réalité. C'est quelque chose que j'arrive extrêmement que j'arrive à comprendre extrêmement bien dans Retour à le futur 2 parce que tu as le doc qui te le trace au tableau et tout, même si bon il y a une séquence des heures là-dessus. Oui, bien sûr, le voyage temporel de toute façon dans le cinéma c'est toujours compliqué. Mais en tout cas, il y a beaucoup de voyages dans le temps, particulièrement dans le 2, dans Retour à le futur 2. Et quand t'es gamin, tu comprends. Alors que ici, c'est traité de manière différente. Je sais pas, il me manque peut-être quelqu'un pour m'expliquer exactement tout ça. Mais bon, voilà, après moult revisionnage, enfin 10-12, voilà, compris. Est-ce qu'à l'époque c'est avant-gardiste? Est-ce qu'il y a des films dans la veine de ce truc ou c'est un ovni vraiment je vais peut-être laisser la parole. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que j'allais dire autre chose avant, mais est-ce que je vois de la patte en fait de l'Armée des Douze Singes dans les films actuels une sorte à Hollywood? d'héritage, un truc où dans la manière de faire le voyage dans le temps, ça s'est refait comme ça ou du coup non? Non. Parce que c'était pas Je clair. le trouve unique celui-ci. Oui, je le trouve vraiment unique parce que ah ouais. Moi j'y retrouve. Après, peut-être que je me trompe et je préfère y aller avec des grosses pincettes, mais j'avais l'impression de voir du Jeunet à l'époque. Exact, oui. J'avais déjà vu du Jean-Pierre Jeunet et en fait dans ce film je me suis dit c'est marrant, il y a quelque chose de Jean-Pierre Jeunesque dedans. Pourtant il n'y a pas de filtre jaune ni de filtre vert. Mais il y a tout cet aspect des années 90, des tuyaux, des machins, c'est le futur, des grosses télés cathodiques, c'est le futur. Mais on ne savait pas à l'époque, on allait tous avoir des téléphones 30 ans plus tard. Exactement. Moi, par exemple, ce qui m'a étonnée, c'est que moi, les 30 premières minutes du film, j'étais totalement larguée. C'est vraiment le contraire. Et aussi, moi, du coup, j'ai eu la chance, la première fois que j'ai vu L'Armée des Douze Singes, c'était au cinéma. Et en fait, avant, il y avait la fameuse La Jetée. Donc, j'ai vu un court-métrage de 30 minutes qui est vraiment... L'Armée des Douze Singes, c'est 100% inspiré de ce film-là. On comprend tout avec La Jetée. Et du coup, ensuite, on nous met dans l'Armée des Douze Singes, c'est La Jetée, mais en version Hollywood, quoi. Et du coup, c'est vraiment parfait, je trouve, d'avoir vu ça avant, parce que moi, j'ai tout compris dès le début à l'Armée des Douze Singes, sauf du coup les 20 premières minutes ou 30 premières minutes du film, parce que du coup, j'étais totalement larguée par rapport à... T'étais un peu jetée dans ce film. Voilà, j'étais jetée dans l'Armée des Douze Singes et les 30 premières minutes, je ne comprenais pas. Mais très vite, on est pris, moi, je trouve. Je trouve même, par exemple, là, le voyage que fait Bruce Willis, on le voit beaucoup mieux. Ce voyage temporel, il est vraiment bien fait. Maintenant, actuellement, le dernier film, voyage temporel qu'on voit, Oppenheimer... moi, par exemple, je n'ai pas du tout aimé comment ça a été fait, ces trucs, là, on revient avant, avec un changement de couleur noir et blanc. C'est pas du voyage temporel. C'est pas on voyage dans le temps, mais là, c'est un flashback, exactement, c'est vrai. Mais je trouve que là, ce voyage-là a été beaucoup mieux fait. Et moi, je trouve que maintenant, actuellement, des voyages, on peut faire dans le temps, dans le cinéma, alors qu'il date de 95, quoi.
Il est super vieux, il a, je trouve, vachement bien vieilli. Ouais. Et Même l'acting. L'acting, Brad Pitt. Ouais, Brad Pitt, quoi. il est incroyable Brad Pitt dedans. est incroyable. Reconnaissable. Non? Ouais. Pas d'accord, toi? Bah moi c'est un film que j'ai pas eu l'habitude de dire que je l'aimais bien. Ok. J'ai toujours dit j'aime pas ce film. Et maintenant vous êtes en train de me faire dire que il faut que je le revoie ce film. Donc j'ai pas parlé trop vite. Mais Normalement, t'aimes pas. hein. Normalement j'aime pas, c'est vrai. C'est dans la ligne éditoriale du tout. Mais vous êtes plutôt convaincant et je pense qu'il y a des gens qui disent aussi la même chose. Enfin, même Bruce Willis dans un rôle comme ça, enfin, c'est un peu à contre-emploi, tu vois. Enfin, il sort de Die Hard 3. Ouais. Ah oui, Il a l'habitude Il a de encore faire John ça, McClane ouais, en tête, tu vois, donc il veut à ce moment-là de sa carrière casser son image, mais ok, mais je voyais pas du tout tourner dans un film de Terry Gilliam, quoi. Bruce Le Willis. rôle lui va bien, tu vois, c'est quand même cool. J'aimerais bien qu'il fasse, enfin maintenant c'est plus possible avec la maladie qu'il a, mais il pourrait tourner, il devrait tourner dans plus de films comme ça, quoi. Films d'auteur. Ouais, et c'est vrai qu'en soi, il est bien dans le 5e élément aussi. Bruce Willis. Bruce Willis, bien oui, sûr. c'est ça. Voilà, c'est bien. Ça chauve là. J'ai réussi C'est pas à Jason hésiter. Statham. Mais... Enfin, il est pas chauve hein, dans 5e élément, il est blond. Ouais. Ouais. Mais là, j'arrive à revoir un peu l'armée des 12 singes dans le 5e Dans élément, le 5e dans le élément. personnage qu'il joue. Ouais. Vraiment, ce sauveur qui est envoyé en plus Ouais. super loin. Ça vaudrait peut-être le coup de le mettre dans la catégorie, enfin d'en parler pour un futur épisode du 5e élément dans les films problématiques. Oui, Ah ouais Parce que déjà c'est un film de Luc Besson. Luc Et Besson. Déjà. J'aimerais que Luc Besson soit bipé au montage. Ouais, vraiment, oui. Malheureusement, c'est vrai que j'avais On le dédicace pas. Voilà. Zéro dédicace. Donc l'armée des 12 singes, faut voir. Ouais. Faut voir, et je ne cesserai pas de le dire, faut voir la jetée avant. Faut le voir. 30 Est-ce que tu minutes penses qu'il sur faut voir la YouTube. jetée avant ou c'est pas grave? Ah, il faut. Moi, je trouve qu'il faut parce que ça peut paraître compliqué de suivre ce voyage temporel. Quand je l'ai revu, c'était avec une amie à moi et on n'a pas vu la jetée avant. Et je l'ai un peu regretté parce qu'elle était perdue, elle était un peu larguée. Mais ça n'empêche qu'elle est bien aimée. Et bah, à revoir. Je te redirai quoi. On vous conseille l'armée des 12 singes et la jetée en extension si vous voulez tout comprendre. Sinon, lancez-vous, jetez-vous dans l'armée des 12 singes direct. Il y a même de fortes chances que vous préfériez la jeter à l'armée des 12 singes. même. Totalement. Hein. Mais Ce il qui y a est pas mon Brad cas, Pitt. moi, personnellement. Moi Un aussi. film quand même très beau. donc, Ouais, la jetée est incroyable. Vraiment. Ok. J'oserais pas dire lequel je préfère. Hein. Entre la jetée. Ah bah moi c'est la jetée. hein. Comme un. Moi, c'est la jetée. Ok, c'est la jetée. Allez, go. Voilà pour l'armée des 12 singes. On va passer à une petite séquence actualité. On va parler d'un film qu'on a vu avec Victor en salle. Yeah. Anatomie d'une chute. Petit extrait. J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents, maman, t'es sorti de la maison, c'est ça? En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça faisait... oui, mais non, enfin, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas. Enfin, je sais ce que j'ai entendu. So, as you know, the autopsy report is inconclusive about the cause of death. Stop. I did not kill him. Anatomie d'une chute, Palme d'Or 2023, réalisé par Justine Triet. Donc on a tous les deux vu en salle, Victor, récemment. Moi j'ai adoré parce que, j'allais dire vous me connaissez peut-être, non, mais je me fais souvent chier quand c'est long. Là ça dure 2h30 et il n'y a pas d'action, mais je me suis pas fait chier une seule seconde. Ah mais c'est pas un film d'action. Mais quelle idée de dire Non, mais- qu'il n'y a pas d'action dans le film. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire. Mais bah non, je vois pas parce que justement, moi le film c'est pas juste 5 actes où il y a une baston au bout d'un moment avec deux morses qui se battent. Non, moi, Ça me rappelle un franchement, truc. ce film, moi je pense qu'on rentre dans une nouvelle époque du cinéma français avec ce genre de cinéaste qui arrive au devant de la scène. Je rappelle qu'Anatomie d'une chute, ça a été scénarisé par Justine Triet, donc la réalisatrice, plus Arthur Harari. Arthur Harari qui est le papa du film Onoda, donc un film franco-japonais qui est incroyable. C'est mon top 1 de l'année 2022 si je dis pas de bêtises. Anatomie d'une chute, pourquoi est-ce que c'est bien? Parce que c'est un film qui parle de la vraie vie. C'est pas un film qui va aller dans le spectacle, tout ça. On parle de d'un drame qui s'est passé dans une famille. Et on va parler de la justice française qui va décortiquer la vie d'une personne au prix de la justice pour un procès. Et donc il y a toute la notion de gagner ou perdre un procès, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on gagne vraiment un procès quand il y a eu un drame comme ça dans sa famille? Et le film est intéressant, tu disais qu'il était peut-être un peu long,
Non, justement, sur le papier, il est long, il dure plus de 2h30, mais on le ressent pas parce que en fait, tout est pertinent et intéressant. Et en fait, on est dans l'enquête, on a l'impression que c'est nous, en fait, on est en procès et on est dans la merde. Et parce que je trouve en fait la scène dans le tribunal justement, qui est une grosse partie du film, je la trouve hyper bien faite quoi. L'acteur qui joue l'avocat de la défense générale, incroyable je trouve. Ouais, qui jouait aussi dans 120 battements par minute et qui a un certain, il a un certain charme à l'image, je trouve. On est tout de suite pris par ce qu'il dit. Ouais, ça. Là, son personnage est justement un peu détestable, mais c'est bien fait parce que t'as envie de lui mettre des torgnoles quand il parle, tu vois. Mais cette scène-là est trop bien, ouais. Moi, je trouve que je préfère ne pas trop en parler en détail du film, puisque c'est vraiment un film à voir. Je pense que c'est un film important aussi en 2023, un film comme ça. Que dire de plus? Moi, je pense qu'il faut aller courir voir ce film. C'est vraiment trop intéressant. Même le chien joue bien. C'est la réflexion que Internet s'est faite. Internet s'est fait. C'est que même le chien joue bien. Il y a un chien et il a un rôle important dans la... J'en dis pas plus. Oh là là, il a un rôle important dans le film. Je veux dire, tous les personnages qu'on voit en annexe, donc il y a quelqu'un qui va être amené à rentrer dans la famille pour veiller à ce que la justice, comment dire, pour respecter... Ouais, c'est pas une... comment dire, c'est des règles, quoi. Elle surveille que ce soit respecté. Elle surveille parce que le tribunal a dit, bon ben voilà, le gamin ne doit pas forcément parler avec sa mère. Du coup, il y a une personne qui va venir... Qui est là pour surveiller, la maman et l'enfant. Et moi, il y a un truc que j'adore dans les films français comme ça, c'est quand on mélange plusieurs dialogues, quand on mélange plusieurs langues, je veux dire. Donc il y a de l'anglais, il y a du français, et on parle d'abord de l'actrice Sandra Hüller, qui est allemande, qui vit en France avec son copain français, et du coup, leur terrain d'entente, c'est la langue anglaise. Et donc, c'est vachement bien parce qu'il y a déjà un match entre les deux, entre le couple, et il y a une séquence qui est incroyable à mon goût dans le film. Tu dis, il n'y avait pas forcément d'action dans le film, et l'action dans le film, c'est un dialogue. C'est un dialogue qu'on pourrait tous avoir avec quelqu'un au bout d'un moment dans notre vie, et donc pour ça, le film... des petits frissons là quand on en parle, puisque c'est très important. Franchement, moi je trouve que le film, tous les personnages sont hyper, on est hyper empathique avec tous en fait. Ils ont tous une construction qui fait que t'as tous, tu sais, tu t'attaches à tous et t'as envie qu'ils aient tous un peu raison, en même temps tu sais pas. Et je trouve que même le personnage du mari, tu vois, est hyper développé alors qu'il n'y a pas tant de temps d'écran que ça, tu vois. Mais en termes d'écriture, c'est fort. Moi, franchement, c'est la réflexion qu'on s'était faite avec un copain, mais c'est vraiment brillant. C'est brillant dans toutes les catégories. Le prix qu'il a eu, la Palme d'Or, c'est vraiment mérité à 100%. Moi, j'ai rarement vu des Palmes d'Or comme ça, où j'étais aussi satisfait d'un film. Franchement, j'y allais pas avec beaucoup, comment dire... je me suis pas beaucoup renseigné sur le film, mais waouh, grosse claque, tu t'es pris 2h30 dans la gueule, où tu t'es dit putain, j'ai eu l'impression qu'on m'a fait mon procès de ma vie aussi, tu sais. Donc voilà, moi c'est une super impression. Et du coup, je suis allé voir aussi Acide de Juste Philippot cette semaine. Juste Philippot qui a fait La Nuée, qui devait être un peu le film catastrophe à la française. La Nuée, ça racontait des insectes qui envahissent... Ah oui, ça me dit un truc. Oui. Tout le monde avait dit « Ah, ça va être trop bien, ça va être trop bien ». Et en fait, un navet total. Les gens avaient dit « Ah, c'est pas fou ». C'est le pire navet, oui. Et là, c'est pareil, on y retourne. Je n'ai pas compris mes leçons. Il adore faire des films catastrophes avec aucun code des films catastrophes. Tout est raté dans le film, il n'y a rien qui fonctionne. On a un Guillaume Canet... qui est là pour crier le nom de son enfant dans le noir, dans une forêt. Selma. Et ça rend quelque chose qui ne ressemble à rien. Il y a peut-être une séquence qui fonctionne dans le film. Mais donc ça raconte quoi, Acide? C'est ça y est, il s'est passé quelque chose en Colombie ou en Amérique du Sud, et du coup il y a des pluies acides qui vont arriver en France, et il y a des pluies acides qui arrivent. On nous montre jamais exactement ce qu'elle fait, cette pluie acide. On nous montre que des fois ça brûle, il y a de la fumée, mais on montre jamais ce que ça veut dire. Et on nous montre jamais en quoi ça pourrait être chiant. Enfin, on nous montre juste ah oui il pleut, c'est relou, et puis voilà, et puis à un moment donné
les personnages se perdent dans un champ et excusez-moi pour les spoils, mais ça vaut pas le coup de toute manière. N'allez pas. C'est déjà qu'il y a Guillaume Canet. Et voilà, Oui, je ça suis suffit. désolé, c'est vraiment une balle perdue, mais j'étais obligé. C'est un grand nom. Si j'avais une pancarte non, je la mettrais là. C'est non. Ok. Il faut vraiment qu'il s'améliore sur ses films de catastrophe. Mais voilà, il a fait un film catastrophe. Et c'est déjà une ça. catastrophe. Ouais, Et allez voir Anatomie d'une chute. Allez-y vraiment. Et n'allez peut-être pas voir Acide du coup. Bah, du coup, N'allez non. pas. Voilà. Attendez de le streamer et encore, non. Nous, on va se laisser là. C'était super intéressant. Merci à vous pour merci cette beaucoup. petite émission. Donc, regardez Misery, regardez Tusk, regardez Les 12 hommes en colère. Je répète. C'est pas du tout les 12 hommes en colère. Singe, mais c'est pas fait un grave. remake. Ah, J'ai fait un remake. Mais c'est vrai qu'il faut le voir, nous avons Faut voir les deux. Oui. Allez voir 12 hommes en colère C'est des aussi. ouvertures. On en Donc, parlera moi, je pour propose le un 100e film et podcast. on le déchire. Allez voir La planète des singes. Et on se retrouve dans 2 semaines pour le True Podcast. En attendant, allez au ciné. Je te déteste. La planète des singes. L'armée des 12 singes, quoi. gentil. C'est pas mauvais, mais c'est très bon. Voilà.